Bonjour à tous, aujourd'hui on va écouter une nouvelle édition du podcast Autour de l'eau. On va parler aujourd'hui de bain royal et c'est avec l'historienne Razonarition Eliante que nous allons échanger. Mais d'abord, pour commencer, une question qui me semble justifiée. Qu'est-ce qu'un fanjoun ? Qu'est-ce que le bain royal ? Le fanjoun, traduit librement bain royal, d'abord il faut considérer que le fanjoun est une pratique religieuse et politique dans le royaume Mirn. Et le fanjoun, dans une interprétation politique, c'est tout simplement le renouvellement de la majesté royale et aussi le témoignage d'allégeance des sujets du roi. Le fanjoun associe donc le sens politique premièrement. C'est une institution politique, mais aussi a un rôle religieux parce que c'est une cérémonie communautaire pour développer, cultiver cette cohésion sociale qui est à l'origine de la stabilité d'un royaume. Le fanjoun était institué depuis le temps de Ralamb déjà, dans cette idée d'institution politique, et il obéit à des rituels bien précis, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le devin et guérisseur Lumbias qui donne le moment, qui indique le moment, la période d'abord, ensuite le moment, et tous les instants de chaque rituel dans la cérémonie du fanjoun est ordonnancé par cet Lumbias-là. Et que même le souverain, qui est le personnage central du fanjoun, lui-même obéit aux règles annoncées par Lumbias. Si on considère donc cette institution née dès le XVIe siècle en Imirn, c'est un moment qui implique tous les individus de la société, du roi jusqu'à l'esclave, qui n'est qu'un objet, parce que l'esclave, il va se mettre au service donc de ses maîtres, mais tout le monde dans la société a sa part lors de la célébration du fanjoun. Par exemple, bien sûr, le roi qui est l'objet, qui est le sujet central, c'est une catégorie. Il y a les gens autour du personnage royal qui constituent une autre catégorie. Il y a toutes les catégories sociales, les Adjin, les Wu, voyez, les Maint et les Indives. Et puis ensuite, il y a les aînés, Rayamandjin, et il y a les cadets. Il y a le rôle des hommes, il y a le rôle des femmes, des enfants. Tout le monde participe dans le fanjoun. Le fanjoun est une cérémonie qui se déroule pendant quelques jours, selon la période faste indiquée par Lumbias. Ça tombe souvent dans le mois d'Al-Ahmad. Et puis après, selon les jours indiqués, il y a les actions ou les activités qui précèdent l'instant même du rituel du bain, et il y a ce qui se passe après le bain. Lors d'un fanjoun, lorsque le roi annonce publiquement le moment du fanjoun, selon les indications de Lumbias, les gens se préparent. Les gens se préparent dans le nettoyage physique, balayer la maison, nettoyer la cour et tous les ustensiles à la maison, les habits et tout ça. Il y a cette période de la purification d'abord. Et puis ensuite, il y a les gestes et les démarches de paix, parce que le fanjoun signifie c'est un moment de paix. On se réconcilie, on se pardonne et qu'il n'y ait aucune forme de dispute ni querelle dans la société. C'est un moment de paix. Et puis après, c'est aussi un moment pour s'honorer, parce que il y a les cadets qui donnent des cadeaux, il y a les enfants qui donnent le cadeau au Rayamandjin,
Soumboudiakou. Il y a les bonbons qu'on donne aux petits enfants, les douceurs. Bonbons, excusez-moi, c'est un acronyme. Ce n'est pas bonbons, mais des petites douceurs pour les enfants. Et donc il y a des gestes très positifs qu'on développe parce que le Fanjoun, c'est un moment faste et un moment de bénédiction aussi bien pour les individus que pour l'ensemble de la société et particulièrement pour le souverain. Ensuite, il y a la veille du Fanjoun, la veille de la cérémonie qui est très connue par les gens avec les Tsmadmanj, les veillées nocturnes qui déconstruit toute forme d'ordre parce que c'est la liberté totale. Il n'y a plus de catégorisation sociale, tout le monde est liberté également, liberté dans tous les sens, on peut faire tout ce qu'on veut. Liberté sexuelle également. Il y a ça aussi, mais tout est permis. Tout est permis. Et du côté des enfants, c'est la procession avec les fanas et tout ça. Avant, il n'y avait pas les petits lampions qu'on a là, mais on n'a pas ça, mais on faisait du feu avec des branchages. Et puis il y a ça aussi parce que l'idée de purification est dans ça aussi. Ça chasse les mauvais esprits dans la société. Et puis ça, c'est un moment d'amusement pour les enfants, mais c'est aussi, ça entre aussi dans le processus de purification. Donc que nos auditeurs comprennent. Donc il y a une période où on a une liberté où avant d'entrer dans la phase purification, où la partie liberté fait partie de cette purification. La purification en fait c'est une période assez prolongée. Et la liberté sexuelle, c'est juste la nuit qui précède la cérémonie. Parce qu'il y a un moment durant toute la période de la cérémonie, il y a un moment clé qui est donc le dédié au bain. C'est vraiment, oui. Il y aura un bain, j'expliquerai ça plus tard, mais la notion de purification, c'est vraiment dans le sens même du Fanjoun. Donc, quand j'ai parlé de nettoyage physique, nettoyage des maisons et tout ça, nettoyage des vêtements, nettoyage de tout et des relations et tout ça. Et le côté liberté sexuelle, ça c'est uniquement la veille de la cérémonie. Donc on va dire le jour J, par anachronisme on va dire jour J de l'événement. Pourquoi on appelle Fanjoun? On appelle Fanjoun, c'est bain, parce qu'il y a l'eau là-dedans. Et cette eau-là sera considérée d'une autre manière le jour même de la cérémonie, parce que arrive le jour de la cérémonie, il y a le voyageur Kata qui était à Natrouve en 1890, qui raconte en détail comment s'est déroulé le bain au temps de Rana Vala III. Le palais est ouvert, il y a les gens qui arrivent et bien sûr il y a un protocole qui s'assoit où avec qui, et lorsqu'arrive le moment très solennel, l'Umbias arrive avec tous les accessoires, la cuvette, l'eau et aussi le tissu, le limbe qui vient avec, et la reine arrive, elle ne se déshabille pas, la reine est habillée, elle entre dans la cuvette et puis il y a l'officiant qui asperge de l'eau et qui verse de l'eau sur la reine, et en même temps la reine donne des bénédictions à son peuple et l'eau est recueillie dans la cuvette, la reine sort et elle est accueillie par des dames qui sont déjà dédiées avec le limbe royal et tout ça, et ensuite elle disparaît du regard du public. Tout se déroule dans le salon d'apparat du couvent, et à Mazakra, c'est dans Mazakra Miadan que ça a lieu. Et ensuite on recueille cette eau-là, l'eau du bain royal, et c'est cette eau que la reine prend ensuite et qu'elle asperge au public avec des mots de bénédiction. C'est ça l'instant du bain royal. Ça c'est un Natrouve, mais en Boumang, il y a les deux bassins.
les 2 bassins où l'on puise de l'eau. Il y a les 2 bassins qu'on remplit d'eau d'abord, et puis il y a l'autre bassin dans lequel se met debout le souverain. Donc, mais l'idée est toujours là, c'est qu'il y a l'Ombias qui verse de l'eau sur la personne royale, qui recueille l'eau de cette scène, et cette eau que le souverain asperge sur le public, qui représente l'ensemble de la communauté, avec les bénédictions. Et c'est le moment du fantôme. C'est le moment clé. Et donc j'imagine que toutes les eaux ne se valent pas. Non, parce que même pour remplir les bassins, et cette eau qu'on utilise pendant le fantôme, c'est de l'eau lustrale d'abord, et puis il y a par exemple les bassins à Beaumont, on le sait, ce sont les jeunes filles qui ont encore leur père et mère et qui sont vierges, qui doivent remplir ce bassin-là. Comme l'eau qu'on utilise à Mazahmed aussi, il y a des règles. Il y a des règles pour quel type d'eau, quelle eau à prendre où. Il y a un cas de Sirifes où il y a une petite source dédiée aux usages royaux. C'est là qu'on prend par exemple pour Mazahmed en Boumang, il y a une source royale, et c'est là qu'on vient prendre, et pas tout le monde qui vient là. Ce sont les jeunes filles adolescentes avec leurs parents vivants et vierges. Et donc ce jour clé, cette cérémonie clé, après cela, il se passe quoi? Eh bien, c'est la réjouissance collective. Parce qu'après cet instant de bénédiction royale, on se retrouve en famille pour manger ensemble, et c'est là qu'il y a l'abattage des ébus, et des ébus dont on réserve l'arrière-train pour le panzak ou encore les foudiennes. Le zak, ça s'appelle zaka pour le souverain, et dans les endroits éloignés, c'est le Anjemas Naval qui reçoit le zak et toute la famille. Et puis il y a aussi il ne faut pas oublier non plus le Enamialtona, Nufkenam Tapiavana, c'est-à-dire la viande de zébu du Fandouna précédent, qui est conservée dans chaque famille, que l'on consomme pour le moment du Fandoun. Et le zébu de ce moment du Fandoun, le zébu abattu, la viande de zébu abattue, à ce moment-là, sera préservée sur les salazes, c'est-à-dire sur les étals, sur le feu du foyer, pour être consommée pour le Fandoun prochain. Donc il y a ce renouvellement de la viande qui représente l'alliance. Il y a un renouvellement qui ne s'arrête pas au niveau de la viande, parce que tout le principe même de la cérémonie est un renouvellement, n'est-ce pas? C'est ça, oui, effectivement, il y a ce renouvellement, et c'est aussi le sens donné à l'eau. L'eau qui nettoie, la purification, et l'eau que l'on verse sur le souverain, et puis aussi cette eau qui sera partagée sous forme de tsujam. Tsujam, c'est la bénédiction avec l'eau. Est-ce que, parce que là on parle de l'Imirne, donc du centre des hautes terres centrales de Madagascar, est-ce qu'on retrouve cette pratique, ou au moins le symbolisme, dans d'autres régions de Madagascar? Le symbole du renouvellement de la majesté royale est présent partout en Madagascar. Il est visible chez les Sakalaves du Ménapé avec la cérémonie du Fitampo. Tampk, ça veut dire tremper dans l'eau. Mais il y a aussi les Sakalaves du Bruin qui, eux, ne trempent pas dans l'eau, mais par contre, ils nettoient avec beaucoup d'eau les reliques royales dans le Zombe. Et ailleurs aussi, il y a le Tsangatsen, qui est une cérémonie religieuse et politique aussi, dans le sens de renouvellement. C'est partout, dans toutes les royautés du territoire de Madagascar, que se pratique le renouvellement de la majesté royale et l'allégeance du peuple.
que se passe-t-il à la fin du 19e siècle quand justement il n'y a plus de roi dans ce que l'on appelle le royaume de Madagascar? Mais avant cela, déjà, il y a Ranavala III qui a changé la date du Fandjoun. Elle ne s'en tenait plus au dire de Lombias. Elle a carrément changé avec sa date d'anniversaire. Donc le dernier Fandjoun à Tananarive, c'était le 22 novembre de la date d'anniversaire de Ranavala III. Et une fois colonisés, les Français ont récupéré le Fandjoun. Et parce qu'ils avaient compris tout le sens politique du Fandjoun, le Fandjoun est remplacé par la fête de 14 juillet, la fête de la Bastille, de la prise de la Bastille, et comment les fêtes octroyées par l'administration coloniale associent tous les symbolismes malgaches avec les éléments de la République et aussi les valeurs coloniales. Parce que lors de fêtes du 14 juillet, eh bien, les Arènes sont là. Il y a aussi les fêtes organisées et données par l'administration coloniale avec les fêtes anciennes, les réjouissances anciennes. Et puis, il y a aussi la récupération politique parce que la reine est représentée par le gouverneur général et toute l'organisation reprend en fait tous les symboliques de la fête du Fandjoun, du début jusqu'à la fin. Et en fait, c'est pour renforcer encore plus cette domination coloniale et recueillir cette allégeance ou peut-être loyauté obligatoire ou peut-être soumission à l'autorité coloniale. Il y a une historienne qui a écrit sur ces aspects-là, justement, sur les fêtes, ou bien les 14 juillet, parce qu'il y a la date du 14 juillet, mais les perceptions sont différentes autour de ce 14 juillet-là. Les autorités coloniales ont leur regard, les Malgaches de toute catégorie ont leur idée aussi de ça. Et donc, il n'y a pas qu'un 14 juillet, il y a des 14 juillet, le jour du 14 juillet. Est-ce que les autorités coloniales ont repris le nom de Fandjoun pour le 14 juillet? Le mot Fandjoun n'a pas été tout à fait dit, mais tous les éléments du Fandjoun, tous les éléments de célébration du Fandjoun sont repris et institutionnalisés. Et j'ai parlé de fêtes octroyées parce qu'il y a une très forte instrumentalisation de la situation. Pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui de ce rituel du Fandjoun? Est-ce que c'est toujours repris? Est-ce que c'est un fait historique passé que l'on a dépassé? Est-ce qu'il y a toujours des célébrations? Le Fandjoun n'est pas tout à fait oublié. Et le Fandjoun n'est pas tout à fait délaissé parce qu'il y a beaucoup d'associations, de groupements d'individus de différents intérêts qui célèbrent cette Fandjoun de différentes manières. Et le mot Al-Ahmad, quand même, est, on va dire, universel en Imirne, parce que Al-Ahmad est associé au Fandjoun.